Aujourd'hui, on a l'honneur de vous présenter Eric Chevrier. Eric est un chercheur accompli, un activiste et un professeur à l'Université Concordia. Il a créé plusieurs organisations, projets de recherche et programmes éducatifs, notamment Coop Collective Vision, le Concordia Student Run Food Groups Research Project et le Post-Capitalist Possibilities Project. Il poursuit également un doctorat multidisciplinaire en sciences humaines au Centre d'études interdisciplinaires sur la société et la culture de l'Université Concordia. Ces temps-ci, Eric est impliqué dans une coopérative d'agriculture urbaine qu'il a cofondée appelée Cultivation Solidarity Cooperative. Sans plus tarder, je passe la parole à Eric. Hey, thank you very much, and nice to meet you all. I Bonjour, guess merci virtually, et c'est génial de vous rencontrer virtuellement parce que honnêtement, je ne peux pas vous so voir I'm going to dans share mon my écran. screen Alors, here, je vais partager mon and écran you can all ici, see that, s'assurer que vous puissiez tout and voir make it on full screen. Wonderful. et on va le rendre à plein écran. So yeah, Excellent, on thank y est you all very rendu. much, and Et thank bon, you for merci inviting me beaucoup à today. tous pour m'avoir So invité today we'll be aujourd'hui. presenting Aujourd'hui, on je vais présenter sovereign sur campuses. I'm going to look at créer the des role of campus campus souverains. Je vais communities and regarder au rôle organizations des in creating organisations food campus sovereign communautaires en campuses, créant but les also by campus extension, we're looking at how we souverains can actually alimentaires. have positive Et par impacts extension, on on va the regarder à comment communities on peut avoir un surrounding impact positif sur campuses. les communautés qui So entourent les this, campus. this is intended Alors, for anybody c'est that is actually in a intendé post-secondary pour tous role, ceux qui se if trouvent dans un you're rôle leaders of postsecondaire, si vous movements, êtes des or leaders if you're de actually mouvements looking to improve alimentaires ou si conditions vous of food cherchez à sovereignty améliorer on your les conditions campus. Hopefully this de presentation souveraineté will be alimentaire with sur vos you. campus. But if this is Espérons not que for cette you présentation peut vous en or parler, mais si or c'est pas just pour vous, si general vous faites partie community, de juste a lot of the communauté en research is général, looking at collectif en positive général, beaucoup de la implications recherche towards how we can a have des positive implications impacts envers on comment on food peut sovereignty as améliorer well. la souveraineté So for communautaire the alimentaire. presentation, Alors, I au don't really travers de la see all of you, so if you do want présentation, to chime in je with a vous vois pas, question, I mais have si no vous problem voulez with poser you des doing questions, j'ai so. aucune Maybe question do que so vous in fasse the ça. chat, and Peut-être le Krista or faire dans le Mena will clavardage et then soit Krista et Mena peuvent interrupt ensuite the presentation if m'interrompre necessary, and we could si get to some of the questions nécessaire et also. on peut I do aborder les have questions. time at the end that Mais I'm going to dedicate to answering j'ai any accordé du temps à la questions. fin Je qu'on parle a en dédié pour français aussi, répondre I à can vos speak in French, questions so I could address some of the et je peux questions in parler en French français. Alors, je peux also. adresser les questions en And français most aussi. of the, well, the presentation today Et will la be majorité de in la English, présentation ou just la to let présentation you en soi-même know va être that en anglais, this juste is pour vous available informer. and Je there pense que is ça a été also mentionné au translation for those of you départ that qu'il y a can't speak in l'interprétation English. française disponible pour Thank you very ceux much. d'entre vous qui ne So comprennent just pas to l'anglais. start Alors, off, merci beaucoup. my name is Juste pour Eric commencer, mon Chevrier. nom c'est Éric Chevrier Actually, I have et graduated from my PhD j'ai program, gradué de mon so doctorat. I Alors, graduated in j'ai 2022 gradué en and I'm 2022 teaching at Concordia. I'm et also j'enseigne involved in a maintenant à lot of l'Université community Concordia. Je suis projects, aussi and I'm going to impliqué be dans beaucoup de showing you projets some of them communautaires et today, je vais vous en montrer primarily quelques-uns for parmi the eux Course of Action aujourd'hui. Solidarity Principalement, Project. It is the la co-op that I'm going to cultivation be highlighting Solidarité here for the coopérative. C'est une presentation, coopérative que je vais but mettre en also relief au travers showing de la an présentation, example of mais a aussi campus montrer un community that exemple d'un has groupe developed positive impacts on communautaire de campus qui a population and développé un communities impact at large. positif sur le So campus one et of les my main collectivités driving questions entourantes. that has Alors, une de guided a mes lot of the questions principales qui a research that guidé I've beaucoup de done mes is how recherches, could post-secondary c'est comment institutions make peuvent-ils, conditions of les food institutions sovereignty much postsecondaires, better? créer des conditions de I've been souveraineté involved in a alimentaire? number of J'ai different été research projects, but impliqué also avec de community nombreux différents projects projets that de have been recherche, mais developed aussi des to projets improve communautaires food pour aider à sovereignty. développer une And just to let you souveraineté all know, alimentaire I'm presenting du this from campus. Et my juste pour vous laisser perspective savoir, je today, présente but I've aussi been provenant working de with mon a whole perspective, mais bunch of je different travaille people avec that are not beaucoup de différents visible in the gens qui ne sont presentation pas today. visibles They dans la might be in présentation pictures, but d'aujourd'hui. they're not here to share their Ils seront dans les stories. photos, mais ils But ne I sont do pas want to ici pour mention partager here leurs histoires. with Mais je veux the mentionner amazing que team j'ai through the travaillé avec Communal une Lunch équipe Project, incroyable, through avec the le Communal Community Lunch Food Project, Coalition, la the Coalition Cultivation alimentaire de Solidarity Concordia, Cooperative, the Jeff Cultivation, Court Urban à Farm travers de Project, Jeff and Court many Urban other Farm Project projects et that I'm going to be plusieurs autres projets presenting importants today. So just que to je vais let présenter you aujourd'hui. Et know, the juste pour mettre en contribution of all of relief, these people is not illustrer la just me, contribution de although tous I'm ces here gens, to c'est pas talk about seulement as moi, well. cependant, c'est moi qui parle aujourd'hui. Je suis So to l'intervenant begin with, principal. Alors, pour commencer, the context or maybe the main le points of what I contexte ou want to l'historique ou les present, points or the principaux takeaway that I'd like de ce to que j'aimerais leave all of présenter you, et ce que is j'aimerais que number vous one, that the ressortiez global d'ici food avec, system c'est is committed to premièrement, le social and système global environmental alimentaire problems. And I'm going to be going nuit through some of what I mean by l'environnement that, et la société. Et je vais passer à travers de and ce que je veux dire pretty par ça much just et scratching the surface because this is juste a toucher un peu topic la that would surface parce que require c'est un more than an sujet hour to really kind of get qui in depth requierait beaucoup for. plus qu'une heure My pour second plonger point is de that façon approfondie. post-secondary Mon deuxième institutions point, c'est can que les act as institutions transition sites to postsecondaires create peuvent socially and agir comme environmentally des sites de just and transition pour sustainable créer food systems. des systèmes So alimentaires justes campuses have a lot of juste different pieces environnemental et social.
Euh, les campus ont beaucoup de différentes ressources, telles que des ressources financières, des ressources de recherche, des étudiants qui font la main-d'œuvre pour des projets étudiants et créent différents types de conditions sur le campus à travers des différents clubs et toutes ces choses géniales qui rendent bénéfice à différents campus, mais aussi nous donnent la capacité de créer des différentes conditions sur le campus où c'est peut-être difficile d'y faire de façon externe dans différentes collectivités. Mon troisième point, c'est qu'on a besoin d'aller au-delà de la durabilité faible ou la triple ligne de bas, les approches de base, en, en adoptant la souveraineté alimentaire et des encadrements économiques diversifiés. Et on va en parler un peu de ça aussi. Et vous donnez des ressources aussi si vous voulez en savoir plus à propos de la souveraineté alimentaire et des encadrements économiques diversifiés. Et le dernier point que je vais retenir, c'est que les communautés campus devraient former des coalitions alimentaires et animer des assemblées de groupes d'alimentation. Essentiellement, c'est excellent d'avoir des groupes qui peuvent manifester des meilleures conditions sur les campus et être des conduites pour un hub sur les campus, mais aussi euh, agir comme hôte pour des discussions pour que des autres joueurs ou des parties prenantes peuvent être dans les conversations et commencer à penser aux collectivités plus comme des systèmes alimentaires au lieu des organisations individuelles ou des participants. Je veux aussi discuter des implications vers les collectivités parce que j'ai travaillé avec des collectivités en faisant de la cartographie aussi. Vous savez, animer des différents groupes dans les collectivités ici et autour de Montréal. Ça, c'est les points principaux et je vais commencer avec le premier point. Comme vous voyez dans les photos ici, ça se peut qu'on va reconnaître certains de ces désastres et sinistres qui ont eu lieu au Canada dans les années antécédentes. Ici, à côté, à gauche, vous avez une photo d'un feu immense à Jasper l'année passée. Il y a eu des feux de forêt immenses causés par l'instabilité climatique globale avec des niveaux de CO2 qui augmentent, on voit des températures globales qui augmentent et des choses telles que le forêt boréale et les forêts autour du monde s'allument de façon plus fréquentes et deviennent des émissions de carbone au lieu que des puits de carbone. On voit ici une photo dans le centre qui est de la Nouvelle-Écosse inondée. Essentiellement, il y a des inondations majeures qui ont eu lieu au travers du Canada. On s'aperçoit des conditions de sécheresse, mais aussi des choses telles que des rivières atmosphériques ou des événements de précipitation plus intenses qui causent évidemment des désastres intenses et d'inondations. Et à côté, ici, on voit de l'alger dans la lac Erie dû au phosphore et l'azote qui rentrent dans les ruisseaux. Ça cause une augmentation dans la concentration des algues et qui cause des zones mortes, qui enlèvent l'oxygène de l'eau et qui rend ça difficile pour l'existence de la vie. Alors, c'est des conditions assez sérieuses et on en voit de plus en plus et une augmentation dans les sinistres globales. Et pourquoi ça a lieu? Il y a de la recherche intéressante qui sort de Stockholm. Alors, si on regarde aux frontières planétaires, le Centre de résilience Stockholm regarde aux limitations que notre planète peut en subir quand ça vient à nos activités, l'utilisation de nos ressources naturelles. Et eux font de la recherche depuis, je pense, 2009. Et comme je suis la recherche et c'est mis à jour, il semble que l'utilisation de toutes les ressources terrestres, on est en train de dépasser le seuil de ce qui peut être utilisé basé sur le système d'opération de la planète. Et pourquoi c'est important la nourriture? C'est parce que l'alimentation touche sur et a exacerbé ou même créé beaucoup de ces conditions qui poussent notre planète envers ou au-delà de ses limites. Un des principaux qu'on peut regarder, c'est les changements de paysage. Alors, l'agriculture, comme vous savez, est plus alignée avec l'agriculture monoculturelle. Alors, des grands paysages sont établis pour soit du maïs ou d'autres monocultures, vraiment enlever la biodiversité des champs et semer seulement un ou deux cultures dans des immenses superficies. Alors, le système terrestre, le changement de ce système affecte la biodiversité, non seulement génétique, mais fonctionnelle, des choses qui existent pour que le paysage et tous les êtres vivants peuvent vivre, fonctionner et se propager. Des choses comme les abeilles, les fleurs, les pollinateurs et toutes ces choses qui, auparavant, faisaient partie des grands systèmes terrestres qui sont maintenant devenus des monocultures. Ceci élimine beaucoup de biodiversité au point que les scientifiques regardent à les humains allant envers la sixième plus grande extinction de la planète entière. On a passé à travers de 5 événements d'extinction qui a tué toutes les formes de vie sur la planète et il semble comme si on s'enligne vers une sixième. Une autre chose, c'est les changements des cours d'eau. On utilise presque 50 à 70
de notre source d'eau sur l'agriculture. On utilise l'eau bleue, eau de rivière, mais aussi les eaux terrestres, les bassins versants. Ça devient très concernant. L'agriculture utilise beaucoup de ressources aquatiques. Les ruisseaux de biochimie, ça produit beaucoup d'azote et de phosphore de façon synthétique pour qu'on puisse l'utiliser en agriculture. Ceci, ça découle dans les voies d'eau qui causent des alges et des zones mortes. La manière qu'on cultive, en fait, c'est concentré sur le CO2. L'agriculture pourrait être une solution pour créer des puits de carbone parce que les plantes, à travers la photosynthèse, absorbent le CO2, mais avec le tillage et le transport à longue distance de la nourriture, nous, on produit du dioxyde de carbone. Et les nouvelles pesticides, les engrais, les PFOA, les PFAS qui, en fait, deviennent partie de notre environnement et créent des nouvelles entités considérées des produits chimiques permanents parce qu'ils ne vont pas disparaître. Ou si nos océans s'acidifient, on vient juste de dépasser le seuil d'acidification des océans, principalement parce que CO2 devient séquestré dans l'océan et cause l'acidification. Tout ça pour dire, on est en train de dépasser des seuils majeurs. On a dépassé 7 des 9 principaux seuils dans le monde et c'est très dérangeant parce que ça va changer le fonctionnement du monde, comment le monde opère et aussi ça nous permet, ce qui nous permet de vivre dans le monde. Et si ces conditions deviennent telles qu'on ne peut pas habiter ici, ça va devenir un immense problème dû à notre système agricole. Alors, la nourriture, c'est une cause majeure pourquoi on a dépassé ces seuils. Alors, c'est important de prendre ça au sérieux. Toute amélioration doit être, on doit considérer la durabilité dans ce contexte, en considérant les limitations du monde et opérer en dedans d'un encadrement sécur et correct. Et juste quelques moments de contexte, si on regarde aux époques les plus récentes, durant le Pléistocène, on a vu beaucoup de variabilité dans le climat. En bref, on a rentré et sorti dans les âges de glace, beaucoup de variabilité, des températures extrêmes en haut et en bas, mais plus récemment, nous avons eu plus de stabilité au travers de l'époque Holocène. Donc, pour à peu près 11 000 ans, nous avons perçu une température plus consistante qui nous a permis d'avoir notre agriculture et a permis les humains d'habiter sur la planète et de vraiment avoir un succès. Mais récemment, on voit des points élevés dans les températures globales. On est rendu à peu près 1,5 degrés Celsius au-delà de la moyenne pré-industrielle, qui est très dérangeant pour plusieurs raisons, mais un parmi eux, c'est parce qu'une fois qu'on dépasse cette seuil, il y a un point de bascule qui entre en jeu. Et les points de bascule, ce sont des points où il y a des seuils maximales qui sont difficiles à revenir, qui causent des événements déclencheurs, qui peuvent causer des feedback loops et augmentent les températures globales. Une, par exemple, les couches glaciaires en Groenland qui s'effondrent. Si vous suivez ça, la glace est en train de fondre en Groenland au taux plus rapide qu'on a vu auparavant. Et le résultat, c'est que la glace fond dans l'eau, ça cause le niveau de la mer à augmenter et les océans de se réchauffer et ça devient une répétition itérative, cause la température d'augmenter et d'autres points de bascule de se déclencher aussi. Une fois que ces seuils sont dépassés, c'est vraiment difficile de les reverser. Alors, en bref, pour réinstaller la glace à Groenland serait très, très difficile, tenant compte de la température augmentante. Alors, ces seuils et ces points de bascule vont exacerber l'augmentation de température globale et rendre ça de sorte que c'est très difficile de reverser le contexte de température globale. C'est très difficile quand vous regardez les effets de notre système alimentaire et l'effet que ça cause sur l'environnement. Ce n'est pas seulement à propos de l'environnement, c'est aussi à propos des systèmes économiques et sociaux. Et ce qui a été noté, c'est que nous, on cause des effets négatifs majeurs aux populations marginalisées au travers du monde et l'agriculture n'est pas viable pour beaucoup de fermiers de façon économique. Alors, voici la recherche provenant de Daryl Quayle. Lui a publié des chapitres ainsi qu'il y a de la recherche sur ces sites d'Internet. Mais si on regarde ici au Canada, l'exportation en agriculture a augmenté de façon significative depuis le début du siècle. Mais ce qu'on perçoit aussi, c'est comme les fermiers, les rémunérations des fermiers ne sont pas nécessairement égales aux ventes des biens agriculturels, au point que nous sommes dans le rouge pour une période de temps où les fermiers ne gagnaient pas d'argent du tout. Alors, ce qui a lieu, c'est que depuis la Révolution verte, en bref, c'est quelque chose qui a été intégré dans la compréhension de l'agriculture pour mécaniser
l'agriculture pour faire de sorte que les rendements sont augmentés avec l'introduction des GMO, des pesticides et des engrais. Ça, c'était le promet de la Révolution verte. Et ce que les fermiers s'aperçoivent, c'est que premièrement, ça n'égalise pas et ça ne leur rend pas plus d'argent dans leur poche et ça ne rend pas leur ferme viable de façon économique. Et en même temps, ils ne gagnent pas les rendements qu'ils ont été promis et ils investissent beaucoup d'argent dans une ferme pour un renouvellement d'équipement et acheter des pesticides, des engrais. Alors, les fermiers ne performent pas très bien au Canada et ça, on voit ça de façon globale. Vous avez probablement témoigné des manifestations qui ont eu lieu en Inde avec les fermiers au travers de l'Europe aussi, les fermiers qui vident leurs engrais sur les portes des politiciens, des choses comme ça. En bref, eux éprouvent des défis au travers du monde et ils ne gagnent pas les bénéfices de ce qui a été promis pendant la Révolution verte au Canada et dans d'autres pays industrialisés. On voit aussi que les fermiers se fient sur la main-d'œuvre à l'étranger. On importe les gens dans le pays, n'ayant même pas les droits des individus ni les citoyens au Canada, et ils sont exploités de façon sévère en agriculture, au point où ils sont attachés à leur ferme, particulièrement en Ontario, où s'ils ont un problème avec l'employeur, ils n'ont pas le droit de juste aller à quelque part d'autre. Ils sont attachés à l'employeur. Et ils n'ont pas les mêmes conditions d'emploi que les autres gens au Canada. Et pourquoi ça a lieu? C'est que nous avons des pesticides, des compagnies de pesticides et d'engrais c'est eux qui gagnent la majorité de la profitabilité, de la rentabilité en agriculture. Mais aussi, c'est que les produits d'agriculture ne génèrent pas le même revenu que les produits transformés. C'est une autre recherche de Darren Quailman. On regarde un paquet de foin à l'opposé d'un prix de 60 morceaux de foin, ce qu'on peut faire avec ce foin. Et vous voyez une augmentation drastique dans les prix quand ça vient au prix du pain, mais pas quand on voit le prix de blé. Alors, les fermiers éprouvent beaucoup de défis. Ils ne voient pas nécessairement les augmentations de prix que vous percevez à l'épicerie et ils sont marginalisés. Et ils marginalisent encore plus de gens en employant les travailleurs à l'étranger. Pour augmenter le problème, on peut regarder le montant de dette que les fermiers accumulent année après année et le nombre de fermes est en décroissance. Et alors, ce n'est pas nécessairement aussi rentable que les gens demeurent en agriculture dû à la lacune dans les bénéfices financiers et les difficultés qu'affrontent les agriculteurs. Ce qui a eu lieu, c'est qu'on a beaucoup d'agrochimiques et des compagnies de graines qui forment ces compagnies majeures. On ne voit pas Monsanto sur la liste parce que Bayer leur a achetés. Bayer est une société immense de graines et de produits agrochimiques, mais on a d'autres groupes comme Corteva, qui est une amalgamation entre Dow et DuPont qui a eu lieu plusieurs années passées, et Syngenta, qui est Sinochem et ChemChina qui a émergé aussi. Alors, si j'aurais présenté ceci quelques années passées, vous auriez vu des différents intervenants, mais toutes ces sociétés se mergent qui forment des méga-sociétés. On a investigué beaucoup des pratiques de ces compagnies et eux sont impliqués dans la manufacture des armes chimiques. Alors, Dow et Monsanto ont créé l'agent orange utilisé en Vietnam et les guerres coréennes, on a BASF et on a Bayer qui faisait partie de IG Farben qui ont créé le Zyklon B pour les chambres de gaz dans l'Holocauste. Vous avez Dow qui appartient maintenant à Union Carbide, qui était responsable pour une explosion majeure à Bhopal qui a vraiment causé beaucoup de problèmes dans la vie à beaucoup de gens autour des usines de manufacture chimique. Et ces sociétés sont responsables de beaucoup de décès et de destruction autour du monde. Et c'est ces sociétés qui vraiment enlèvent les profits de nos fermiers, de nos agriculteurs. Je pourrais passer probablement 1 heure juste à parler des problèmes dans notre système alimentaire global, mais juste quelques items à mettre en relief. Les sécurités alimentaires, à travers la Révolution verte, étaient censées être résolues. Ceux qui ont dit qu'il y avait des rendements supérieurs pour nourrir tout le monde par l'année 2000, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que il y a au-delà de 1 milliard de personnes affamées autour du monde. Si on regarde à l'insécurité alimentaire, on parle de 2 milliards de gens. Si on regarde les gens affamés, c'est 800 millions de personnes. En mentionnant ça aussi, les gens au Gaza,
sont affamés en ce moment. Ils n'ont pas accès à la capacité d'être souverains de façon alimentaire parce que les ressources alimentaires sont limitées par Israël et ils n'ont pas la capacité de produire leur propre alimentation, qui est un problème très grave. Les autres choses qui existent, nous avons des pesticides qui détruisent nos pollinateurs. On a besoin de la pollinisation pour nos fruits. On a besoin des abeilles et d'autres pollinateurs. Une lacune dans la souveraineté alimentaire dans d'autres domaines aussi. Les fermiers mexicains, les agriculteurs mexicains ont été affectés par le dopage d'aliments provenant des pays industrialisés et riches, qui souminent la capacité des agriculteurs de pouvoir vendre leurs produits dans leurs environnements locaux. Les ententes d'échange libre ont aussi causé des problèmes similaires. GMO et la privatisation vont limiter l'accès aux graines pour beaucoup de différents agriculteurs. On peut reproduire les graines. On n'a pas nécessairement besoin de leur acheter de ces compagnies, mais généralement, ces manufactures, ces producteurs de graines créent des graines qui sont prêts à semer et on peut leur arroser avec des herbicides pour se débarrasser des mauvaises herbes et les cultures vont demeurer intactes. Ceci restreint l'accès et cause des défis majeurs aussi. Le coût sur les agriculteurs. J'ai parlé du fait que les agriculteurs, leurs activités ne sont plus rentables et la réduction de biodiversité. On s'enligne envers ce que ça paraît comme étant la sixième extinction globale majeure. Les agriculteurs qui ne sèment pas les matériaux GMO se font polliner et parfois les agriculteurs ont poursuivi Monsanto en disant que non, Monsanto a été poursuivi les fermiers disant que nous, on est propriétaire du matériau génétique de vos plantes et donc on est propriétaire de vos plantes. La perte des méthodes culturelles indigènes. Nous avons eu un reconnaissance au début, mais il y a plusieurs manières de penser à propos de la décolonisation, particulièrement permettant les peuples autochtones d'avoir accès au terrain de la couronne et retourner à la pêche, la chasse et la récolte. Les sols arables, on parle le contexte du sol pour reproduire la nature parce qu'on vole tous les nutriments et on déplace les nutriments autour basés sur les transports dans différentes zones du monde. Et certains sols deviennent plus arides et ne sont pas capables de faire cultiver. On a des zones mortes, les voies d'eau que je vous ai montrées aussi, et les sociétés, la concentration des sociétés en agri-affaires, il y a des toxines dans notre nourriture qui causent des problèmes de santé, des pratiques intensives de carbone. Nous avons d'autres méthodes de séquestrer le carbone où la nourriture pourrait être une solution au changement climatique, mais pas quelque chose qui l'Empire et des courses de structure, le colonialisme, le patriarche, et vous savez, le développement du capitalisme, c'était voler la terre des communautés autochtones pour la production pour nous, sortir les gens de l'Afrique et les rendre en esclavage aux plantations et aux terres agricoles. Et le capitalisme en Amérique du Nord est développé basé sur le contexte de l'esclavage, où la nourriture était presque à coût zéro. Et si on regarde le contexte d'inégalité aujourd'hui, on parle de la nourriture dans la même façon que nos besoins. Désolé, pas trop vite. En général, on éprouve des défis. Vous savez, le contexte de la nourriture pas dispendieux est vraiment plus une question de problèmes économiques pour les gens au haut, les milliardaires qui prennent tout l'argent de la société, mais avoir une société égalitaire quand ça vient aux différences économiques, avoir moins de gens avec des milliards de dollars, mais avoir plus d'argent dans le système que les gens pourraient augmenter leur standard de vie et payer le vrai coût de nourriture. Je pourrais plonger plus profondément au travers de la présentation. Le coût qui augmente dans les graines et les produits chimiques, on n'a pas besoin d'acheter les graines, ils sont reproduits sur les plantes et les fruits, mais on est dépendant sur beaucoup de ces sociétés pour nous vendre ces graines et ces engrais aux agriculteurs. La recherche est redirigée envers les GMO plus que les méthodes traditionnelles. La résistance aux pestes et aux mauvaises herbes. Il y a tellement de différents problèmes ici, et ce que je veux mettre en relief, c'est pas nécessairement juste un de ces problèmes, c'est que si on regarde aux différences économiques, si on regarde aux nuisances sociales, si on regarde aux dégâts qu'on a effectués sur notre environnement, l'agriculture, c'est une grande cause face à pourquoi on est dans cette situation et mettre en ordre de se sortir de ceci, on doit penser à des solutions qui sont plus fondées sur les causes fondamentales de toutes ces différents
problème et pas nécessairement juste regarder aux problèmes de niveau de surface, nourrir les gens de façon tangentielle pendant que les sociétés enlèvent tout l'argent de notre système. Alors, je vais parler un peu plus par rapport à ça aussi et pas seulement se concentrer sur le problème. Mais voici une bonne analogie pour commencer à comprendre comment on peut commencer à arranger les problèmes avec l'alimentation. Si on regarde à un arbre et disons que je faisais un arbre de pomme et je me suis aperçu qu'il y avait un problème avec un de mes arbres et je peux dire, écoute, ça se peut que c'est un insecte qui est dans mes fruits, dans mes pommes, mais peut-être pas. Peut-être il y a un problème avec les feuilles, peut-être il y a de la moisissure ou des insectes ou des choses qui mangent les branches. Et la solution pourrait peut-être être de couper la branche en soi. Peut-être des problèmes avec le tronc, peut-être il y a de la moisissure noire ou juste couper certains morceaux du tronc pourrait aider à repousser l'arbre. Ce que je vous recommande ou ce que je vous fournis ici dans ma présentation, c'est qu'il y a un problème avec les racines. Nous avons euh, concentré notre système alimentaire dans les conditions de marginalisation et de destruction environnementale. Et pour être en mesure de résoudre ces problèmes, nous devons penser à ceci comme un problème à la racine et établir de nouvelles conditions de notre système alimentaire en enlevant les racines et commencer neuf. Voici une citation intéressante de Eric Holdy-Middens qui m'a relire ce que je dis ici. Des appels pour arranger un système en panne, prenant pour acquis que le système capitaliste fonctionne bien. Cette assumption ignore le fait que le système alimentaire est racialisé, injuste et le maltraitement des gens de couleur. Le système est injuste, indurable, mais ce n'est pas brisé. Ça fonctionne exactement comme le système capitaliste intentionne. La concentration de puissance dans la main de peu et en passant des externalités sociales et environnementales aux personnes marginalisées. C'est un excellent livre. C'est appelé The Foodie's Guide to Capitalism. Et si vous voulez en savoir plus, c'est un excellent point de départ. Ça va plonger dans plus de détails dans les choses que j'ai décrites dès le début. Pour arranger le problème veut non seulement dire couper les branches ou faire un diagnostic du flux, mais aussi regarder aux causes fondamentales de tous ces problèmes. Si on regarde au changement de système alimentaire, il y a beaucoup de différentes approches pour l'adresser. Alors, la révolution verte, c'est parler de changement néolibéral, c'est donner la puissance aux agriculteurs pour en produire plus, parce que la croyance c'était plus de nourriture qu'on produit, plus de gens se font nourrir. Et si on veut nourrir la planète entière, c'est une question d'en produire plus. Mais on a découvert que ce n'est pas nécessairement la solution. Maintenant, nous avons à peu près 1,5 le montant de nourriture nécessaire pour nourrir la planète en entier, mais on ne le fait pas. Il y a des raisons politiques, économiques face à pourquoi le système alimentaire ne nourrit pas le monde entier. C'est plus une question de distribution au lieu de capacité ou une lacune dans la production. Il y a des gens, cependant, qui reconnaissent le fait que le système alimentaire ne fonctionne pas ou au moins est fondé avec des problèmes fondamentaux, mais il y a des gens qui ne veulent pas adresser les causes fondamentales, mais vont adresser les causes de surface. On a plus des conditions de réformisme. Des personnes qui reconnaissent le problème, mais veulent justement fournir des solutions de surface, juste pour arranger les circonstances immédiates, des choses comme des banques alimentaires ou prendre des aliments des épiceries et le redonner aux communautés, des choses comme ça. Il y a d'autres approches, cependant, qui sont plus progressives ou interstitielles. Regardez à la justice alimentaire, et ça, c'est les gens qui reconnaissent qu'il y a un problème et une cause fondamentale au problème et veulent fournir des alternatives, telles que des coopératives alimentaires ou des coalitions alimentaires ou des choses qui vont mettre au défi la dominance présente. Ensuite, il y a ceux à la droite radicale, la souveraineté alimentaire, qui comprennent réellement que les causes fondamentales sont dans les systèmes financiers et politiques et qu'on a besoin de changer le système en entier. On ne peut pas avoir un système alimentaire capitaliste parce que ça, en soi-même, va causer ces problèmes de marginalisation et enlever l'argent des agriculteurs pour rendre bénéfice à ceux en haut. Alors, il n'y en a pas un de ces approches qui va tout résoudre les problèmes que je discute aujourd'hui, mais si on veut adresser les causes fondamentales, on regarde aux approches plus radicales. Mais vous savez, dans le contexte d'adresser les problèmes au niveau des collectivités et aussi sur les campus, on a besoin parfois des approches réformistes aussi parce qu'il y a des gens qui ont besoin de la nourriture tout de suite. Et c'est des approches différentes que je vais discuter et je vais vous donner certains exemples. Mais l'autre chose que je veux mettre en relief ici, c'est qu'il y a différentes versions de
durabilité et certains ont des conséquences dépendamment de comment on envisionne la durabilité. Il y a une approche ici à la côté gauche qui est le triple ligne de bas et c'est appris principalement aux écoles d'affaires, mais je l'ai entendu répéter par des administrateurs universitaires et par beaucoup de gens qui veulent euh, pousser la durabilité à travers de cette approche qui s'appelle le modèle PPP ou le triple ligne fondamentale. C'est brièvement, la durabilité a lieu lorsque vous avez une balance entre les gens, le profit et la planète. Alors, vous avez les sociétés, la sphère économique et la sphère environnementale, et lorsqu'ils se rencontrent dans le centre, ils se chevauchent, vous avez de la durabilité. La réalité, cependant, c'est pas comme ça qu'on aura de la durabilité. L'auteur de ce livre a été, et je pense que c'est Candles with Forks, je pense, où ce modèle a été présenté. L'auteur ne croit plus à son modèle et reconnaît le fait que ça a causé des problèmes avec notre compréhension de la durabilité, parce que l'économie et les sociétés ne sont pas nécessairement dans le même sphère que l'environnement. On doit comprendre la durabilité à travers un modèle de nid ici, où toutes les sphères sont concentriques, et si on n'a pas de planète habitable, on ne peut pas avoir des gens sur la planète, alors ils ne sont pas égales. La biosphère contient et permet les gens de vivre sur la planète et basé sur les conditions que les gens requierront pour pouvoir vivre sur la planète. Mais les gens ensuite créent l'économique. C'est un outil pour gérer les ressources, le travail, la main-d'œuvre et toutes ces différentes productions. Et basé sur le marché ou non, les différents aspects de société, on a besoin des biens, des services et des choses comme ça. Et c'est ça l'économie. C'est créé par les gens. Et on doit comprendre que toutes ces sphères sont concentriques dans la biosphère et la société, l'économie est concentrique dans la société qui est concentrique dans l'environnement. Tout est relié. Et une meilleure manière, et c'est Kate Raworth qui a publié un livre qui est appelé Donut Economics, qui regarde aux limitations planétaires et de base dans son modèle un plafond écologique. Alors, on ne peut pas dépasser certains seuils dans le monde parce que si on le fait, il y aura des effets négatifs comme le montant de CO2 étant produit, la perte de biodiversité. Mais on requiert aussi un seuil minimal parce qu'on veut que les gens aient accès aux biens et services. On a besoin d'un seuil minimal pour ça. Une autre approche intéressante vient de Gibson Graham, où ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis au défi l'idée de capitalisme, disant que tout ce qu'on voit dans la société sont des choses qui passent à travers des marchés. Mais toutes les choses en dessous de ça sont extrêmement importantes à une économie, mais sont rarement reconnues. Alors, comment peut-on voir cet argument? C'est brièvement toutes les choses en haut qui passent par les marchés. C'est capté par le GDP, le produit national brut, ou NDP, et c'est des mesures de succès économique qu'on accepte à travers de l'étude d'économie. Mais il y a tellement plus que ça. L'argument d'un encadrement d'économie diversifiée, c'est que les marchés ne sont qu'un petit aspect de ce qui se passe dans une économie. Et toutes ces autres choses ont lieu en bas de cette portion et sont rarement reconnues. Alors, ce que Gibson Graham a fait, c'est créer des points de départ pour totalement comprendre une économie en entier, une économie diversifiée. Ce qui regarde à ces 5 points de départ, le main-d'œuvre, transaction, terrain ou entreprise et finances, ils reconnaissent le fait que l'économie du capitalisme, ils reconnaissent les salaires, la main-d'œuvre, les transactions de marché, les terrains privés, l'entreprise capitaliste et les marchés principaux. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'on reconnaît rarement les autres choses. On les voit rarement comme une forme d'activité économique. Des choses comme étant employé par soi-même, la main-d'œuvre réciproque, les choses comme la main-d'œuvre non rémunérée, la main-d'œuvre à la maison, bénévolat. Et il inclut même l'esclavage ici parce qu'ils reconnaissent que ça a tout existé dans l'économie. Leur argument, c'est que pour qu'on ait une meilleure compréhension des conditions économiques, on a besoin de tout comprendre et non seulement juste le marché. Aussi, nous avons des négociations éthiques par rapport aux choses qu'on veut dans notre économie et les choses qu'on ne veut pas dans notre économie. Et on ne peut pas y faire si on ne reconnaît pas toutes les choses qui ont eu lieu dans l'économie. Je ne vais pas tout passer à travers de ceci, mais je vous suggère fortement d'aller aux ressources de Gibson Graham. C'est intitulé Take Back the Economy. Il y en a un autre qui est appelé
post-capitalist politics qui sont très, très intéressants en expliquant le tout. Mais juste pour mettre en relief comment c'est relié à l'alimentation, si je fais pour y aller à cultiver beaucoup d'aliments dans mon cours arrière et aller le distribuer à ma communauté, mes voisins et commencer à nourrir les gens, ce ne serait pas perçu comme une activité économique parce que ça passe pas par les marchés. Et ça devient problématique dans notre manière de comprendre comment les conditions d'alimentation, soit dans les institutions universitaires ou les collectivités, où on ne reconnaît pas certains aspects comme étant faisant partie de l'économie. Je veux me concentrer plus sur les universités, les institutions postsecondaires comme étant des hubs de transformation. Nous avons perçu une insécurité alimentaire augmentante au travers des institutions postsecondaires au Canada. Il y a eu des sondages qui ont été effectués par Meal Exchange où on voit une augmentation en insécurité alimentaire. On a vu ça aussi à Concordia où l'administration a effectué un sondage et on a à peu près 50% de la population dans une insécurité alimentaire modérée à sévère. Alors, les étudiants universitaires sont très, très insécures de façon alimentaire et ça augmente. Nous avons aussi fait un sondage au travers du Canada face à quels défis ont eu lieu avec les services alimentaires à l'université et on a toujours de rapportage d'une grande insécurité alimentaire au travers du Canada. Ce n'est pas spécifique à Concordia ou autour de certaines régions du Québec, c'est au travers du Canada. Il y a aussi d'autres problèmes avec les services alimentaires et la majorité d'entre eux sont reliés aux conditions économiques, mais aussi à propos de la monopolie de la distribution des aliments. Et ceci, c'est une recherche que moi et quelqu'un d'Ispli Gabriel ont effectuée en 2018, mais on regarde à qui sont les gestionnaires des systèmes d'alimentation ou qui détient tous les contrats au travers du Canada. Et ce qu'on a découvert, c'est que 2 tiers de tous les contrats sont appartenus par Aramark, qui ont vraiment une grosse portion du marché, Chartwell similairement et Sodexo. Qui signent des immenses ententes d'exclusivité avec des institutions postsecondaires, deviennent les seuls fournisseurs d'alimentation dans plusieurs cas. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils forcent les résidents, les étudiants qui habitent sur campus, d'aller sur des plans mandatés. Alors, les étudiants n'ont pas de choix, ils sont forcés comme étant partie de leurs conditions de rentrer dans les dormatoires. Pourquoi est-il important? Parce qu'on regarde à Chartwell, Aramark et Sodexo, ça c'est leur méthode d'opération. Ils signent des ententes d'exclusivité, principalement avec des institutions publiques, et ils regardent aux hôpitaux, ils servent l'alimentation dans les hôpitaux. C'est quoi la condition d'un hôpital? Les gens sont forcés sur ces systèmes d'alimentation parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Les prisons aussi. Alors, le système carcéral. Sodexo est propriétaire des prisons privées au travers de l'Australie et l'Europe. Chartwells et Aramark ont opéré des prisons privées au travers des États-Unis, mais les prisonniers sont forcés sur le plan de repas. Et ça, on voit ça aussi à plusieurs endroits aussi, dans les foyers de soins de service, des centres de militaires, toutes les places où les gens sont forcés de manger de façon centrale. Et si vous regardez à leurs conditions, il y a beaucoup de plaintes par rapport à la condition de leur nourriture, en particulier aux États-Unis, où il y a eu des grèves de prisonniers en 2017 basées sur les conditions de la nourriture de Aramark. Je pourrais passer beaucoup de temps à parler de ça, mais en général, les étudiants sont forcés sur les plans de repas et forcés à manger la nourriture de Aramark, Chartwells ou Sodexo. À Concordia, on a fait beaucoup de choses pour essayer de vraiment s'en sortir de ces contrats, mais on n'a pas eu de succès à l'émancipation en permettant les étudiants de s'en sortir de ces plans en essayant de créer des systèmes de services autosuffisants. On a réussi à des petits gains quand ça vient à la durabilité et la réduction de la durée des contrats. On a aussi essayé de mettre ensemble un groupe. On appelle ça New Food Enterprise ou équitable et on travaille avec un groupe appelé Diversity Food Services à Winnipeg pour essayer de forcer Concordia d'adopter plus un service d'alimentation basé sur la communauté, mais il y a eu des barrières où Concordia ont requis cette organisation d'avoir 5 ans d'expérience en travaillant dans des situations universitaires et d'avoir un budget de 3,5 millions ou plus au courant de ces 5 ans qui rend ça impossible pour les petits joueurs. Alors, c'est toujours les grands fournisseurs qui vont gagner à travers de ce système. Mais ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a établi un immense réseau de groupes d'alimentation sur le campus de Concordia et c'est ici que je vais discuter les résultats de ce qu'on a fait. Alors, ça fait partie d'un projet de cartographie où nous avons cartographié le processus de production, distribution et gestion de pertes et de tous les groupes à Concordia. Et je vais en mettre en relief certains d'entre eux, mais on utilise un encadrement diversifié et on regarde à toutes ces
basé sur marché et non marché, et on regarde à tous ces différents types de production. Ceci, c'est plus mis à jour et c'est une carte basée sur la pré-pandémie et post-pandémie. Je ne vais pas passer à travers de chaque groupe, mais je vais mettre en relief certains d'entre eux. Comment ces groupes ont-ils eu? Principalement dû aux étudiants, l'activisme d'étudiants. Ils voulaient pousser les limites de ce qui a eu lieu sur les campus et améliorer leurs conditions d'alimentation et se débarrasser des multinationales sur le campus, principalement dû à l'apprentissage communautaire et l'engagement communautaire. Alors, des enseignants comme moi-même et d'autres à Concordia ont eu des projets où les étudiants s'engagent avec des systèmes alimentaires au campus. Des frais, les étudiants ont voté en faveur de supporter beaucoup de ces groupes et ils sont prêts à payer, disons, 10 par pour avoir des services gratuits tels que des banques alimentaires gratuites et des pays comme vous pouvez marcher. On a un système d'alimentation robuste aussi, alors beaucoup de support avec les autres groupes dans et autour de Concordia. Beaucoup de groupes à mettre en relief. Nous avons Frigobert, qui est un des groupes principaux ici à Concordia, qui a mis au défi la dominance qui existe. Eux ont eu lieu en 1993 et ils sont rapidement devenus un groupe qui achète en vrac, qui achète en vrac éthiquement pour les gens qui veulent se rassembler et acheter des meilleurs produits et rassembler leurs sous. Maintenant, c'est une épicerie anticapitalisme et café où ils hôte des événements comme Action de grâce anticoloniale, mais aussi des produits et services et des espaces pour que les gens se rencontrent. The People's Potato, qui est un groupe bien connu, il dessert des centaines de gens quotidiennement. Ils ont eu lieu en 1998 en amenant de la nourriture d'une église adjacente où ils utilisaient le sous-sol pour cuire. Maintenant, il y a un meilleur établissement. Il y a un endroit à Concordia où ils peuvent cuire et servir les étudiants, mais eux existent depuis 3 décennies. Maintenant, le Hive Café est intéressé aussi parce que c'est coopéré par les étudiants et les membres qui font partie du Hive Café. Eux servent du café, divers galettes et des collations sur le campus et c'est géré par les étudiants et les membres. Ils ont aussi un programme de lunch gratuit au campus Loyola et il sert un déjeuner gratuit aussi. Alors, si les étudiants veulent se rendre au Hive, il y a un service d'alimentation gratuit. S'ils descendent au centre-ville, ils ont de People's Potato. Nous y avions une serre à Concordia, mais il est en train de se faire réparer et on espère qu'il sera en marche à nouveau sous peu. Mais on avait plusieurs programmes d'alimentation là qui ont été commencés par Cultivation et plusieurs autres groupes aussi. La coalition de l'alimentation Concordia, ça rassemble le personnel, les membres de communauté et les étudiants pour créer des conditions de souveraineté alimentaire sur le campus. Ça a été établi en 2013 et pour mettre au défi Chartwells, qui avait un contrat, une entente d'exclusivité et a été devenu un grand pilier sur le campus en organisant des événements et agit comme un hub alimentaire. On a beaucoup de groupes de jardinage aussi. On a Santenco BIPOC Group qui fournit des expériences, des opportunités de bénévolat, vous aider à faire l'horticulture, fournissant des variétés africaines de fruits et légumes et apprendre des compétences, partager des sagesses et connaissances. Mind Heart Mouth qui font des programmes d'échange intergénérationnel. Nous avons Medicinal Herb Program et beaucoup d'autres groupes incroyables. Je veux juste mettre en relief un en particulier qui était un groupe que moi et certains membres de la communauté ont cofondé en 2021-22, qui est Cultivation coopérative de solidarité. Alors, on a fait un plan de vision, ce qui nous a rendu ici, l'état courant et le rêve et le cauchemar. Et je vais passer à travers de ceci avec des photos et mettre en relief ce qu'on a réalisé sur le campus et dans la communauté. Alors, la mission, c'est de faciliter la transition envers un campus d'alimentation souverain en... Oh, je l'ai perdu, je suis désolé. Cultiver des espaces verts urbains et de supporter des productions d'alimentation durable à Concordia et au-delà. Notre vision, c'est avoir un campus biodiversifié et abondant, des sols en santé, des animaux, des insectes, la biodiversité, qui facilite une éducation communautaire et de l'engagement et construit une justice économique et sociale. Et c'est ça nos activités, ce qu'on est en train de faire. Et un peu à propos de ce qu'on fait, nous avons 6 membres travailleurs, 4 utilisateurs et un membre de support qui est notre conseil d'administration. Nous avons beaucoup de pratiques diversifiées économiques. Nous sommes une coopérative non-profit. On a des marchés payés ce que vous pouvez à Concordia. On opère un marché de fermiers dans la communauté. On fait des dons à diverses organisations et des bénévoles. On fait de la vente en vrac. Ce n'est pas nécessairement la majorité de nos activités. On a des ventes en direct. On fait CSA et UPIC. On opère basé sur
un genre de tarif où les étudiants contribuent à peu près 10 dollars par année à notre groupe et ont accès à est-ce que vous pouvez marcher. On a aussi de la main-d'œuvre payée et de bénévoles provenant des étudiants autour de Concordia. Et comment ça a tout eu lieu? C'est qu'il y a eu de nombreux gens qui travaillaient au sein du système alimentaire que j'ai mis en relief ici. Certains de nos membres provenaient en fait du conseil du SAR de Concordia, ainsi que un projet que j'ai fait avec des étudiants qui a cartographié des systèmes d'alimentation communautaire d'une communauté de la Chine qui est proche de Concordia, mais c'est la communauté dans laquelle j'habite. Et pendant la pandémie, nous avons cartographié la communauté, on a regardé à tous les groupes dans la communauté et on a essayé de déterminer comment améliorer les systèmes alimentaires à la Chine. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a découvert qu'il y avait un ferme urbain et un des membres fondateurs de notre coopérative, Mohamed, travaillait en fait sur cette ferme urbaine. Et cette ferme urbaine, les intendants, c'est Covic, un groupe qui a des logements sociaux très, très proches du ferme. C'est en fait l'autre côté de la photo. J'ai rencontré Mohamed, je lui ai amené des étudiants pendant la pandémie où on faisait la distance sociale et on faisait la croissance agriculturelle et améliorer les systèmes agricoles. Et ça faisait partie de ce qu'on faisait. Je vais passer rapidement à travers des diapositives parce que j'ai manqué de temps, mais voici une partie du ferme urbaine. On est à peu près un dixième d'art qu'on fait de l'agriculture mixte. Nous avons beaucoup de plantes pérennées. On amène des étudiants pour voir ce qu'on cultive. On voit un peu par rapport les phases débutantes des plantes qu'on sème dans le printemps. On a créé un tonneau pour allonger la saison agricole. On voit d'ici à côté. On a créé un tunnel. Et on n'a pas perdu beaucoup de mois. On a commencé à semer en mars et on a terminé en décembre. Vous pouvez voir les plantes. On a différents domaines de croissance. On a différentes dimensions, des choses qui poussent dans le sol, au-delà, et d'autres choses qui poussent un peu partout. Ici, vous voyez des scalons, ces types de choses. Juste un aperçu avant et après des jardins qu'on produit. Et on produit beaucoup de biodiversité urbaine en utilisant des plantes qui ne sont pas nécessairement juste des plantes d'alimentation, comme il y a différentes choses qui sont bonnes pour des parasites, et des cultures. Comme vous voyez, on ne fait pas que faire croître l'alimentation, on crée de la biodiversité aussi. Beaucoup de baies, on amène des insectes, papillons. La production des plantes comme le borage qui est mangeable, c'est pas très, très désirable, mais c'est quand même, les abeilles l'adorent et c'est en fleur au travers de la saison. Cultiver des choses qui ne sont pas nécessairement retrouvées aux épiceries. Voici des tomatillos. On peut peut-être les trouver, mais on fait pousser d'autres choses comme le mahalia. C'est une épice utilisée dans le Moyen-Orient. Autre chose comme lamb's quarter, qui est un de nos mauvaises herbes. C'est désirable pour les gens qui proviennent de l'Inde. Et nous avons des communautés ethniques provenant des logements sociaux qui cherchaient des choses qui sont représentées dans différentes zones du monde. On a cultivé beaucoup de variétés de différents légumes et fruits. Nous avons 15 variétés de tomates, des radis, patty pans. On a fait sortir la communauté. On a eu des récoltes intéressantes. On a des membres de la communauté sortir. On a eu un marché. On a aidé à établir le marché de la Chine où ils ont des marchés dans 5 endroits qui sont considérés des déserts d'alimentation et on amène de la nourriture provenant de la ferme et des autres fermes aux gens qui en ont besoin. On fait beaucoup de sauvage de graines et vous pouvez voir ici, ça c'est des logements abordables pour les gens à la Chine. On les fait sortir. Et en 2022, à ce moment-là, on a fondé la coopérative. Alors, les gens qui travaillent à DevCourt et les gens qui travaillent dans le CER, ils ont combiné leurs efforts et on a commencé à cultiver de la nourriture sur le campus de Loyola. On a pris charge de l'espace d'un groupe qui est appelé City School, qui, pendant la pandémie, ne pouvait pas être ici pour gérer la ferme parce qu'ils n'avaient pas le droit. Et pour 2 ans, la vague de graines a juste continué à croître parce que cette personne-là. Et ça, c'est les phases débutantes, mais je vais cycler à travers de certaines photos avec nos membres fondatrices et d'autres gens que nous avons sortis. Nous avons offert des cours d'agriculture urbaine. On a amené des gens pour voir ce qu'on fait. On a des multiples cultivages et des insectes et différentes manières qu'on gère la ferme à travers des méthodes agroécologiques et même une réjuvénation du sol qui était vraiment mort en plantant une masse biomasse biodiversifiée pour que le sol puisse s'améliorer pour produire plus de nourriture pour le campus. Vous pouvez voir des jungles urbaines, beaucoup de plantes,
On utilise des méthodes écologiques, alors aucun pesticide, aucun engrais. On utilise des filtrages d'insectes. On a accès au sous-sol autour de Concordia. Et le cerf est à 3 saisons dans lesquelles on a fait croître beaucoup de nos graines. Comme vous voyez ici, soit des étudiants ou des membres de notre cohorte sont ici et participé. On a fait de la mycologie aussi. On a un incroyable fermier de champignons qui a fait croître beaucoup de différents champignons pour nous. On faisait pousser des champignons à l'intérieur et Concordia nous a arrêtés. Ils nous ont dit qu'on faisait pousser du psilocybine. Ils nous ont dit d'arrêter même si on leur a montré le matériau génétique pour démontrer que ce n'était pas le cas. Néanmoins, on fait pousser toujours les champignons dehors. On fait croître beaucoup de différents légumes, des fruits, comme vous voyez, je passe rapidement parce que je perds du temps. On a des stations de lavage, on fait pousser verticalement dans le sol, des vers micro et toutes sortes de choses intéressantes. Vous pouvez voir des radis, des navets, des betteraves. Euh, et nous avons deux différents marchés, un au campus Loyola et un au centre-ville. Nous avons un marché où c'est payé ce que vous pouvez pour les membres et les étudiants. L'année passée, nous avons fait une expansion de nos efforts. On avait un espace agricole plus répandu. Voici Sunville, où nous avons acquis à peu près 1 hectare d'espace et une serre. Et si vous êtes un fermier ici, vous regardez ça en horreur parce que vous vous dites qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes, mais on est en train de les gérer et on est en train de créer cet espace agricole au cours de la dernière année et demie. Et vous pouvez voir tout le travail acharné. Voici nos membres fondateurs, Mohamed, et il y a beaucoup de matériaux de construction ici. Vous pouvez voir les étapes débutantes cette année. Il y a beaucoup de travail qui se fait faire. On a une forêt alimentaire, des arbres de fruits, faisant un mix de permaculture avec des choses annuelles. Vous pouvez voir de l'ail et les fossés pour sauvegarder de l'eau, ainsi qu'arrêter la perte. Il y a plusieurs manières qu'on épargne de l'eau et on gère la ferme. On a 35 poules cette année qui a fait sortir les gens de la communauté. Il nous a donné des œufs pour les marchés. Ça fait sortir les gens pour venir voir ce qu'on faisait et pour qu'ils puissent apprendre comment être des fermiers, provenant des jeunes jusqu'aux aînés. Je n'aurai pas trop de temps, alors je vais passer à travers des impacts de notre coopératif au plus de détails que je peux, étant donné le temps. Mais brièvement, nous avons une mixte avec les choses qu'on fait à travers des initiatives basées sur le marché, mais nous avons beaucoup d'initiatives qui ne sont pas centrées sur le marché. Et tous ceux qui font de l'agriculture urbaine, c'est difficile d'être viable économiquement. Parce que la quantité de production n'est pas assez significative quand ça vient aux ventes dans un contexte urbain. Alors, la majorité du temps, vous faites simplement des choses pour des restaurants et vous n'atteignez pas nécessairement la communauté. Nous avons réussi avec une approche diversifiée. On regarde nos revenus. La majorité de notre revenu cette année, c'était 2024, c'était des tarifs et des subventions, même si on a des sous qui rentrent de l'éducation, mais vous pouvez voir la vente de la nourriture, c'est de façon statistique non pertinente. L'éducation gagne plus d'argent cette année et on a eu des bonnes subventions de Agro-Canada pour renforcer notre infrastructure. Si vous regardez comment on distribue notre nourriture, 60% est donné, 20% est vendu au marché communauté et en vrac, et 20% est dédié au prix que vous pouvez marcher à Concordia. Si vous voulez, aux dépenses principales, c'est la main-d'œuvre. Comme je disais, on va au-delà de ça. Si on veut regarder nos projets, nous avons une combinaison de marché et non-marché. On a un main-d'œuvre bénévole, on a un engagement communautaire. Nous avons forage et diverses opportunités. On a connecté avec les collectivités, les communautés, avec des événements sociaux. On crée du sol et on incorpore des poules et d'autres oiseaux. Et vraiment, c'est une bonne manière de renforcer le sol, de réintégrer les nutriments dans votre terrain. Il y a beaucoup de membres cofondateurs qui ont mis beaucoup de travail pour s'assurer que ceci fonctionne. Et on a travaillé au-delà de nos heures souvent. Nous avons aussi des pratiques alternatives. Alors, nous avons des entreprises qui sont appartenues par les travailleurs et les communautés. Nous avons d'autres gens sur le conseil qui sont aussi des membres utilisateurs. Nous avons un hybride de marché et non marché. On a d'autres principes éthiques. On suit des principes de souveraineté alimentaire, traitement juste des employés. On est fondé dans la communauté. Nous avons une viabilité de marché, mais des avantages de non-marché aussi. Qu'est-ce qu'on produit? On produit un capital social. On connecte les gens
à entre eux et à la nourriture. On a un capital financier, on aide les autres fermiers à faire leurs projets. Il y a des gens qui ont passé à travers de notre organisation et maintenant ont établi des fermes similaires à travers de matériel. Un capital vivant, on crée des fragments de biodiversité. Alors, on améliore la biodiversité dans les zones dans lesquelles on travaille. Un capital d'expérience, on fournit des opportunités pour que les gens puissent apprendre comment cultiver. Un capital spirituel, on permet les gens de sortir et connecter avec la nature. Capital culture, on fait pousser beaucoup de variétés de nourriture pour beaucoup de différentes cultures et on fournit plus que ce que les épiceries font dans et autour de Concordia. Mais nous devons aussi reconnaître qu'il y a beaucoup de contradictions dans ce qu'on fait aussi. En travaillant dans la souveraineté alimentaire, on doit reconnaître le fait qu'ils travaillent envers créer des meilleures conditions. Alors, pour passer à travers de tout ceci, ça va surpasser le temps parce que je vois déjà que on est rendu à 2 heures. Je vais juste mettre en relief quelque chose ici et vous donner juste des énoncés pour conclure. Ça va prendre quelques minutes et ensuite on va aborder la période de questions-réponses. Une, c'est la main-d'œuvre versus le prix d'alimentation. Au début, on essayait de faire viable une initiative avec la vente de nourriture et on a réalisé qu'on vendait entre 7 et 10 000 de nourriture. Ça ne va pas payer les ouvriers de façon correcte. Alors, nous, on basait notre... je dois partir, je suis désolé, les amis. Therefore, we have a different model now where we're basically providing pay what you can food to students at Concordia and relying on fee levies because this is what students want to do to support us. There's many other contradictions, other ones as well. Like we are a group that basically believes in decolonization, but we're working on unceded lands. The two spaces that we have are part of GeoJake and are unceded, but we are growing food in these conditions. We work with indigenous people as well, but in looking at decolonization, these are major contradictions in our operation. This stuff here is stuff that I've talked about and published about and could take some questions as well. And I'm just going to get to a couple last things. We're actually not just looking at Concordia campus, but we have a national food coalition developing. And through the Communal Lunch Project, we're basically engaging with people across Canada to change conditions of their campus so they're not reliant on these big food service corporations, but actually could do stuff through campus community networks. We've mapped other campuses like George Brown College also. So not only have we mapped Concordia, but we're helping other groups understand the alternative systems that exist on their campuses. So a couple things I could impart to you as like a final conclusion here is if you're a student at a post-secondary institution, I'd heartily encourage you to develop alternative campus community food systems. Basically found organizations that could actually do what we're expecting from these big food service operators. Challenge oppressive food conditions on campus. If the food is not up to the liking of the students, challenge this. Create food coalitions and food group assemblies. Hold events to raise awareness of food issues. And create conditions of campus community food sovereignty, which is a framework I've developed that I will just highlight at the end but not go over in too much detail. If you're faculty, use your classes as living labs to develop campus community food organizations. This has worked really well at Concordia. Practice critical participatory action research and research into these food organizations and help their existence and help the development of the alternative food system. Assign community service learning projects, community campus engagement projects, or community-based learning projects to the class, and they could actually help develop some of these projects directly at your university or post-secondary institution. And direct some of your research funding towards this campus community food systems projects. If you're an administrator, I'm saying get administrators too, because a lot of the time, basically they're operating the food services as a business, and this doesn't necessarily give the best conditions for students. So if you can get administrators to adopt a food sovereignty approach that I'll show you in the next couple slides, that would be a step in the right direction. Develop a social economy or self-operated food operator instead of going to these big food service companies. Provide space and resources for campus community food organizations to basically set up this alternative system. And if your university wants to go to a request for proposal, basically to hire a big food service corporation, make sure that you set strong sustainability criteria. Don't restrict options with exclusivity contracts. Allow the flex dollars to go to other locations. Basically, they have an allowance of dollars that could be used at other locations across campus, which could be used at the student groups also. You could advocate for short-term contracts, allow students to opt out of the meal plans, and lower the eligibility thresholds that prevent smaller operators from bidding on the contracts.
You might not be part of a university or post-secondary campus, but you could actually do this in your community as well. You could actually create conditions of campus community food sovereignty, or not even just campus. It could be just community food sovereignty. You could partner with universities and professors and basically help develop these conditions through the resources that university or post-secondary institutions have. You could map your local food systems. We've done that in Lachine. You could develop community food coalitions or community food centers. Some of these exist already across Canada and host food group assemblies, basically discussion points for community members to come get involved and talk about what they expect as conditions of food from where they reside. So I'm not going to get too much into detail, but I have constructed an approach basically to identify and to move towards conditions of food sovereignty at campus and communities. So what I've looked at is a juxtaposition and comparisons between the corporate approach, the weak sustainability, the triple bottom line approach, and the food sovereignty approach. Now, what I'm recommending to people is actually to abide more or to push your institutions or to develop conditions that actually exist within the food sovereignty framework or the food sovereignty approach. Now, why is this important? Is because a lot of time post-secondary institutions, when they develop conditions of sustainability, they have like certain thresholds that when they meet them, they determine that they're sustainable. For example, Concordia, they say, let's just say there's 40% of the food must be procured from local farms in the summer, and then they have different standards for the winter. Usually when they meet these thresholds, they stop. Now, if you have value orientations, it's never over. There's always room to make ameliorations, room for improvement, room for discussion. And going towards a food sovereignty approach sets values that will never just be met, but always in constant negotiation with people through discussion. And these are not able to be greenwashed in the way that they're actually addressing the root causes of the problems that I've discussed before. So you could take a look at these. I'm not going to have time to go through them because I'm already 6 minutes over the time that I've said that I will present. But I do want to highlight that I've actually published on these topics as well as in my thesis. You could actually get a more in-depth understanding of what I'm talking about when I discuss food sovereign campuses. So I want to thank you for your time. I know I've talked quite a bit for the last hour, and I'm happy to take any questions, comments, or concerns from anyone in the room. Thank you so much, Eric, for that. That was a great presentation, a great overview of what you've been working on. I just want to take a moment to let folks know that our interpreter does have to step out, so the Q&A section of our presentation will not have live interpretation. However, we're a bilingual team here, so we still do encourage you to ask questions in the language of your choice, and we'll try and summarize the responses in the other language. And if you do have questions for Eric, we have some time now. I'll note also that we do post our events afterwards on YouTube. So if you don't want your face or your voice on YouTube, you can ask questions in the chat or you can keep your camera off when you turn on your mic. So if you have questions, I'll let you post things in the chat or turn your mic on and ask Eric some questions. And maybe while folks are thinking of questions, one question we like to ask from Food for All for our presenters is what's a common myth about food systems that you would like to bust? Hmm. Okay. So this is not necessarily common myth, but it's just kind of a way to reorient thinking. And I've mentioned this in the presentation, and I like to highlight this with my students because it kind of highlights how we should really address the problem at hand. One of them is about food prices. So I know a lot of people talk about driving down food prices continuously because food is becoming unaffordable for a lot of people in society. So the common myth, in my opinion, is that people go to grocery stores and like we just need cheaper food prices. We need cheaper food prices.
Now, why is this a myth? Is because if we actually reduce food prices on farmers, we're basically going to affect their livelihoods even more than we're doing now. They're almost making no money as it is. There's many different reasons why this is taking place, but the main reason really is that there's social inequity in the way that basically people are getting compensated. Since neoliberalism, like the early 1980s onwards, we've seen wage stagnation and the upper 1% and the 0.01% actually just assuming all of the financial capital. So what is this doing? It's causing a disparity. People at the bottom are not getting compensated, to their fair extent. So what do we need to do is we need to bring up wages by, through mechanisms of either capping salary, capping what people could own, and basically have mechanisms of redistribution. Why is this important? Is because if we're saying drive down the farmers' costs or basically their livelihoods, that's going to be really detrimental to an already marginalized community. What we need to do is we need to bring people up from the bottom. So, in thinking about food prices, it's a problem that is like a root cause, and we need to address the root causes and not necessarily just think of surface level of like, let's just drive down prices. Sure, that sounds great in the immediate kind of, with the context that we're in now, we need to afford food. But the big problem is we need actual people to be more connected to economic stability. We need people to be able to get fair wages, and then we need to impart that onto the farmers. And the other extent is we need to cut out the middlemen also, like the big stores that are usurping a lot of money also from farmers, basically charging a lot more for the products and not necessarily giving it back to the farmers. Excellent. Thank you, Eric. I see there's a question in the chat as well from Monica asking, how do you deal with administration who is often opposed to innovative programming, especially if it requires money? So this has been, I guess, the endeavor that or the challenge that we faced over the past like couple of decades of doing this work is the administration has not been very forthcoming. And I could give a couple examples. So when the People's Potato was first established, there was an exclusivity contract with Sodexo Marriott. They're technically not allowed to operate at Concordia. They challenged the exclusivity contract by violating it on purpose. They basically were waiting for the administration to come and, kind of shut down the operation so that they get some good news headlines and say, look how ridiculous this exclusivity contract was. But they were kind of clever also. They operated in a space that was owned by the students, and the university didn't really have much jurisdiction over that. So they just operated in the kind of a space where they weren't allowed to operate and got continuous challenges and, told to shut down. They didn't, though. They persevered. And to the extent now, it's kind of ironic where Concordia brags about the People's Potato to new students that are coming in and how amazing the service is. So basically, what I notice is that we get resistance really quick with new ideas, especially if they don't go along with the administrative narrative. But you need to do things yourself. We don't expect that the Concordia is going to give us anything. They're allowing us to use space for now, and that was quite contentious also because we were kind of squatting the space at the beginning. And we basically we don't rely on them for resources most of the time. We have a new space in Senville, and this is actually on purpose because of the restrictions that we have on campus. We're not allowed to do composting programs on campus, so we can't really close the food loop. There's continuous kind of negotiation about what we can and cannot do, and it makes it very difficult to basically do the good work that the students and faculty are trying to do. So all of that to say is that, don't rely on them. But I'm saying that from a context of Concordia and other places may be different. Maybe you have better relations with administrators. So, if you do have people that you could work with, that's great. But my experience is we just do it ourselves. Thanks, Eric. I realize with the lack of translation too, I'm not sure if you feel comfortable giving a resume maybe of that response in French as well. Yeah. Fait que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'administration? Est-ce qu'ils ils ont des ressources pour nous ou comment ils réagissent avec les projets qu'on fait maintenant? C'est vraiment difficile des fois avec l'administration. Ils donnent pas beaucoup d'argent. On fait à nous-mêmes. On a fait beaucoup des projets comme pas en relation avec l'administration, mais des fois c'est comme un conflit parce qu'il veut pas les programmes parce qu'il veut comme avoir comme le business de nourriture à Concordia. Fait que des fois, il voit comme le business
qui fait, qui est meilleur que les projets qu'on fait. Il regarde pas comme l'aspect de souveraineté alimentaire, mais c'est plus comme une business de vendre les affaires à Concordia. Fait que nous, pour tous les projets, des fois, ils donnent des ressources, mais plus ou moins, c'est nous qui fait nous-mêmes avec le travail qu'on fait, avec l'argent qu'on a. Puis des fois, les relations sont pas très agréables des fois, mais des fois, ils sont corrects avec nous aussi. Ça dépend de l'administration. Thank you. And I see a follow-up question from Monica also, which is, what is student engagement like in the summer? Yeah, so there's a lot less students at Concordia in the summer. We have like a campus of about 40,000 and like almost nobody is around in the summer. But there are people at our farms though. So students come and engage and it's not just people that are on campus, but people that come because they want to work with us. A lot of people get a lot of like benefit just by coming and working with the soil, or a lot of people just form community there and actually becomes like their friend network. So we actually have a lot of people coming out and just participating with the farm. Fait que en français, oh, sorry. I was going to say the scale of that's interesting too, because I know when I moved to New Brunswick, the biggest cities in New Brunswick had about 50,000 people. So a campus of 40,000 is close to the population of some of our major cities. For They've sure. grown a lot since then, but yeah, just the scale of what we're talking about from Montreal to New Brunswick is quite different. For sure. Do you want me to translate that in French also? That, yeah, if you feel comfortable, that'd be great. Fait que la question, c'est, je pense que c'est qu'est-ce qui réagit avec les étudiants en l'été? Puis j'ai dit, il y a comme 40 000 personnes à Concordia pendant comme l'hiver puis l'automne, mais en été, il n'y a pas beaucoup de personnes à Concordia, mais il y a beaucoup d'étudiants puis des personnes de la communauté qui viennent à la ferme, ils veulent participer, s'ils forment la communauté, ils ont la nourriture de la ferme aussi. Fait qu'on a beaucoup de personnes qui viennent travailler avec nous, mais sur le campus, il n'y a pas beaucoup de personnes pendant l'été. Merci. Je vois aussi une question de Camille. A question from Camille. Camille? Oui, allô. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. D'accord. Donc, je suis une étudiante et je fais partie des clubs environ comme l'environnement de mon université. Puis, je me demandais comment que tu fais pour avoir des ressources qui est hors de l'université. Parce que beaucoup de temps, comme le limite, c'est l'argent. Mais parce qu'on est une université, c'est difficile d'avoir des ressources parce que on est une université. Et puis, nous autres, on est Nouveau-Brunswick. Comment est-ce que tu suggérais qu'on peut avoir comme des ressources d'argent, puis aussi de l'aide de nos communautés pour faire que l'université est plus sustainable, puis aussi euh, avoir des ressources pour enlever les barriers de insecurity de manger. Mhm. Ça, c'est une bonne question. À l'Université à Concordia, il n'y a pas beaucoup de ressources qu'on a eues de l'université. C'est plus de les groupes étudiants. Fait que à Concordia, il y a quelque chose qui s'appelle Sustainable Action Fund. C'est une ressource pour des étudiants qui veulent créer des projets. Fait qu'à le commencement, il y a des étudiants qui ont fait des applications pour ça. On a commencé avec une petite bourse de comme, je pense, 5 ou 10 000 $ pour commencer le projet. Après ça, on a eu des bourses de Agriculture Canada, plus pour les ressources, parce qu'ils ne donnent pas pour le travail. On a eu des ressources des autres. Il y a des groupes à Montréal de social economy, économie sociale. Fait qu'on a eu des bourses de ceux-là aussi, mais plus ou moins, on a fait nous-mêmes. On a eu des fonds d'étudiants, fait que ça s'appelle en anglais c'est Fee Levy. Je ne sais pas s'il y a une traduction pour ça, mais c'est des fonds qui sont donnés par des étudiants. Fait que Concordia, c'est les étudiants Arts and Science nous donnent 10 piastres par étudiant par année. Puis ça nous donne à peu près 100 millions, 100 000 dollars pour tout le travail qu'on fait. On a 7 personnes qu'on engage avec ça, puis il y a des autres ressources qu'il faut payer aussi. Mais c'est ça, fait qu'on a des budgets de ça. On vend la nourriture aussi. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre de ça. C'est environ 10 à 15 000. Puis aussi, on vend des programmes d'éducation.
Ça, il y a plus de rentables. Fait que, on a fait, je pense, en 2024, on a fait comme 30 000 $ à peu près. Puis les ressources vont à les personnes qui travaillent dans la ferme aussi. Cette année, je pense qu'on a fait 40 000 dollars d'argent pour le programme d'éducation. Fait que c'est comme une mix qu'on fait. C'est générer nous-mêmes aussi de l'argent, mais aussi on a des bourses de temps en temps. Fait que c'est vraiment beaucoup de comme bourses puis beaucoup de sources d'argent. Thanks for that, Eric. Puis Camille aussi, pour le Nouveau-Brunswick, c'est peut-être, je vous encourage aussi de nous contacter à Aliments pour tous Nouveau-Brunswick parce que nous, on a aussi une liste de ressources pour les organismes. Puis il y a aussi des ressources au Nouveau-Brunswick. Il y a un programme de Grant Connect. C'est un ressource gratuit où quelqu'un va faire de la recherche pour vous pour trouver les subventions euh, qui seront disponibles pour vous pour votre projet. Alors, je vous encourage à m'envoyer un courriel après notre webinaire aujourd'hui, puis je serai contente à faire un suivi avec toi. Si tu pourrais le dire, mon professeur, c'est Monica. Est-ce que tu pourrais le dire en anglais? Fait que là, elle saura. Merci. Yeah, I was saying that we could do a follow-up by email. So Camille was asking about grants available for projects on universities, but not necessarily using university money, which can be hard to reach. So Eric was talking a bit about some grants that they've been able to make use of in programs in Quebec. And I mentioned that at Food for All, we have a list of resources. And there's also a program in New Brunswick called Grant Connect, where someone will look up grants for you for free, and will let you know what is available for your program. So if anyone's interested in that, you can send me an email after our webinar today, and I'd be happy to do a follow-up to connect you with some of those resources. Could I mention one thing too? So I know I glossed over this a little bit near the end, but we're basically working on a national scale of actually looking at all the post-secondary institutions and basically helping them either map their campus or form coalitions or basically like emancipate themselves from some of the problems that exist on campuses. And if people are interested in this coalition or want to be part of the discussions, they could also reach out to me as well. And I could put my contact in the chat here. So I put my website as well as the info call to action and the website there, but I'll put my email if people want to get in touch with me as well. Awesome. And I see another thing in the chat from Cindy Pope. It says, note if you have a community food bank or community garden at a university in New Brunswick, please feel free to reach out to community@anbl.com, which would be Alcool Nouveau-Brunswick Liquor. We would love to learn more about your food security efforts and possibility to be able to support your efforts. So I know that ANBL has a program around food security efforts and promoting those kinds of programs. So that information's in the chat too. And then Eric just put in a bunch of his contact information as well. Alors, il y a des infos dans le chat aussi. Il y a quelqu'un qui a dit que tu peux compter à Alcool Nouveau-Brunswick Liquor si tu as un projet au Nouveau-Brunswick. Puis eux, ils ont des programmes où ils vont promouvoir ton projet. Des fois, ils ont des petits fonds aussi. Puis Eric aussi a mis ses informations dans le chat. We have time for another question. Does anyone else have something they'd like to ask? On a encore un petit peu de temps pour les questions. I'm wondering too if there aren't questions that are coming up. I don't know, Eric, since we kind of rushed through the end of your presentation, I don't know if there was something you wanted to highlight about that resource at the end, because we do have 7 whole minutes. So we do have a bit of time if you wanted to like leave us with another tidbit from your presentation.
Yeah, I'm wondering if I'm going to open a whole can of worms here that's going to need to go into a lot of the details. Fair, fair. But look, maybe what I could say is, we've done a lot of work in different communities, but also on campus. What we were looking at doing is if we're actually instilling kind of like different ways of like interstitial or like actually like root cause solutions, the couple things that we've done. So number one is basically we mapped our campus, and I showed the maps in two different versions. One was from 2018, and then a newer one that was 2024, I think. But mapping the campus is really helpful because it gets people to know the lay of the land. Now, a lot of time when people come in, especially students that are in and out of university, basically they come there, they're in for like 4 years ish, and then you likely leave. So a lot of time people don't know the histories of all of the groups and all of the things that have taken place on campus. And sometimes when they leave, they impart a lot of knowledge that basically is kept with the students that have left the university. So what do we do is we basically mapped the campus looking at like what has been done for the last like 30, 40 years on campus, tracing the histories, but also tracing the snapshot of like what groups exist now and how do they coexist. So step one, so we could actually learn from all of the efforts of the past. Number two, then, we basically realize which groups operate in this alternative space at Concordia. So which groups are doing processing, waste management, doing production, distribution. And when we start to understand that, we actually start to understand more of like the food system. Because before, people thought like, hey, the People's Potato is great. It's wonderful. It gives us free food resources. And the high free lunch is great also. It gives us free food on both campuses. And a lot of the people that were working within these organizations basically, thought of their organizations and the issues within it, but didn't see the bigger picture. Now, when we start talking about food systems, we can look at the interrelation between these groups. Like, how is it that production could exist, and how did the food get to the distributors, and how could, we start to then look at our endeavor not as isolated solo events, but things that are contributing to a larger conversation. And when we start to have these discussions, then we start to then look at, okay, how do we ameliorate the food system rather than how do I just serve 50 more people at the People's Potato? And the conversation then becomes about actually improving food systems, which has a larger impact on the campus itself. So working in silos, is sometimes necessary because groups are just doing that and they're just really like looking at whatever their key issue is or whatever they're addressing. But I think the bigger picture is to actually look at this as a system and improving the system and working together, having discussions with people as the system. And this is more of a mechanism of instilling food sovereignty rather than just like food security through like whatever the organization is going to provide to people. Excellent. Thank you, Eric. No problem. And this could be done in communities also. We've mapped like Lachine, I was saying, but you could map like the community food networks in communities and have these conversations too. I'd add too that like with Food for All, we also keep a map of food programs that we're aware of in New Brunswick. So if anyone does take on the effort of doing a bigger map project in their community, we'd also be interested in connecting to help share that information as well. Um, Wonderful. I'm seeing the chat here. Thank you, Gina. I see some folks saying thank you in the chat. Thank you, Gina. Like one last question, if anyone has something that they'd like to bring up if we go. I think uh something like we talked a bit about like students looking for funding outside of the university system, which members or students that maybe folks outside of universities and campuses of how they support campus food security or sovereignty. Hmm. Sorry, you cut off for a second there, so I missed the beginning part of that. Is it how do people outside the university obtain resources per se? How can people outside of the university support campus food sovereignty? Wonderful.
So there's definitely many ways. If people have resources, that would probably be the best way is to link on to different groups that are actually in need of different resources when it comes to space resources or financial resources. Other ways really is by participating and supporting the efforts of these groups. So, volunteering with them, supporting them through the markets, through different events, different initiatives. I think the biggest thing is to find out what's going on because if you're not connected to the campus initiative, sometimes it might be a hard starting point to see what's actually located there. But maybe just inquiring and actually talking to either profs or students or sometimes there's even just volunteer events that you could show up to and start asking questions also about how to get involved. But yeah, if, I would say anything to help the movement would be of benefit. Awesome. Thank you. I hope my internet connection is clear enough that folks can still hear me. Mhm. Well, that brings us to the end of our time today. So thank you so much for your presentation today, Eric. It was yes, very educational, very inspiring. It's great to see what folks have like tangibly been able to like do and produce for programs and seeing the impact that that can have on our communities as we work towards like yeah, projects that are focused on solutions and how we make improvements. I want to say a thank you to the Department of Health, the New Brunswick Department of Health, who helped sponsor our event today, as well as Medivie Foundation. And a big thank you also to Patrick for his interpretation services. And to our friend and volunteer Marie-Ève Brideau, who helped record this event for Food for All. Um, and yes, thank you so much for your questions and for all of you for coming today and participating. I really love these webinars. I find they're a great chance to kind of dig in more to these topics and conversations. In the chat, we've shared the link to a short survey, so we'd love your feedback on today's event. And it helps us plan good events that are useful to you in the future. So please take a moment to fill that out. And as a follow-up, we will be sending the slides to everyone after this event, as well as a link to the survey via email. This is our last webinar of the year. We look forward to planning a bunch more next year. So if you have any ideas for topics you'd like to hear about or speakers that you'd like to hear from, please write them in the survey or send mine or myself an email. Uh, is there any last words you'd like to say to participants before we go, Eric? Well, I want to say thank you for inviting me and thank you for participating. And hopefully, we could come together to make ameliorations to our food system and actually root things in more notions of food sovereignty and address these root problems that I was talking about. But thank you all for participating and wanting to be part of this movement. A beautiful place to end. Thank you, Eric.